souffrait énormément. C'est cette souffrance qui a mené Prodigy sur la pente glissante. Il a fini par tomber dans la cocaïne. C'est lors d'un passage en prison que Prodigy trouve la force de reprendre sa vie en main. Il s'est concentré sur sa santé. Mais le 20 juin 2017, Prodigy est déclaré mort dans sa chambre d'hôpital à Las Vegas. Je lui ai parlé la veille et il allait bien. Prodigy a souffert de la drépanocytose toute sa vie. À 42 ans, il avait atteint l'âge médian d'espérance de vie. D'après le rapport, Prodigy était à l'hôpital pour une crise due à sa maladie. Et il s'est étouffé en mangeant des œufs. C'est cela qui a provoqué sa mort. C'est très rare qu'une complication de ce type se produise chez une personne hospitalisée en cours de rétablissement. La question est, qu'est-ce qui a causé la mort de cette légende du hip-hop ? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Depuis 20 ans, il a pratiqué des milliers d'autopsies. Il dirige désormais le service de médecine légale de l'une des plus grandes villes des États-Unis et travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes sur des morts suspectes. Je vais m'appuyer sur le moindre indice dont je dispose et je vais croiser tous ces éléments avec les comptes rendus originaux pour mieux comprendre ce qui a causé la mort de cette légende du rap. 31 mars 2017, Rennes, en France, 3 mois avant la mort de Prodigy. Prodigy a 42 ans, il a 3 enfants et il règne toujours en maître sur la scène rap. Prodigy était l'un des meilleurs dans le rap. Un maître, si ce n'est le meilleur rappeur. Il vient faire une interview pour promouvoir son passage dans le festival de hip-hop français Doing It. Cette fois-ci, il n'est pas avec son duo Mobb Deep. Pour la première fois, c'est en tant qu'artiste solo qu'il va monter sur scène. Un de ses plus grands rêves. Avoc et Prodigy voulaient être reconnus en tant qu'artistes solo. Après l'interview, Prodigy monte sur scène devant une foule en délire. Il était gonflé à bloc d'être programmé en solo dans un festival. En solo et pas au nom de Mobb Deep. Il voulait montrer au monde entier ce qu'il avait dans le ventre. Ce n'était pas contre Mobb Deep, parce qu'il adorait Avoc. Et nous aussi. Mais il voulait être considéré en tant qu'individu et en tant qu'homme. Il m'a appelé et il m'a dit « Mec, j'ai fait le show pendant presque 2 heures. » Le fait qu'il ait réussi à assurer son concert montre que Prodigy était encore en forme. Il avait 42 ans, l'âge médian de décès pour un homme atteint de la drépanocytose. Assurer un concert de 2 heures en solo demande des capacités physiques énormes. Il faut beaucoup d'endurance et de souffle. Ce qui a pu causer sa mort 2 mois plus tard reste un mystère pour moi. Prodigy naît le 2 novembre 1974 sous le nom d'Albert Johnson à Hempstead, à Long Island. Ses parents, Fatima Frances Johnson et Bud Johnson Jr., étaient tous deux chanteurs. La musique et la danse coulaient dans ses veines. Il venait d'une famille de musiciens. Son grand-père, Bud Johnson, était un célèbre musicien de jazz. Une vraie légende. Tous les autres musiciens de jazz le connaissaient. Sa grand-mère, Bernice Johnson, est l'une des premières femmes noires à posséder sa propre institution. Elle avait un studio de danse sur Merrick Boulevard. Elle a marqué l'histoire du quartier Jamaïca. Grâce à son studio de danse, les familles défavorisées pouvaient offrir de meilleures perspectives à leurs enfants. Les parents de Prodigy se séparent lorsqu'il a 8 ans. Prodigy et sa mère connaissent alors la pauvreté et déménagent dans le quartier du Queens. Ils vivent alors dans l'un des plus grands projets de logements sociaux du pays. Growing up in the hood, and it's real crazy and rough out there. On a connu des périodes sombres. La mort, les fusillades, le vol.
On mettait toutes nos émotions et ce qu'on vivait dans nos textes. We were real rebellious, like our style of music and our friends. En 1989, Prodigy entre au lycée d'art et de design de New York, où il rencontre Kewan Muchita, 15 ans, aussi connu sous le nom de Avoc. Prodigy et Avoc étaient des enfants incroyablement doués sur le plan artistique. Assez vite, ils forment un duo nommé Mobb Deep, qui deviendra au milieu des années 1990 un groupe incontournable réputé pour la dureté de ses paroles. Sérieux, quand Mobb Deep a commencé, ça a révolutionné le hip-hop. Les mots qui sortaient de leur bouche, leurs paroles, c'était incroyable. Après un contrat avec une maison de disques, le duo connaît une célébrité sans pareille. Encore aujourd'hui, il figure parmi les rappeurs les plus influents de tous les temps. L'ascension de Prodigy est d'autant plus incroyable qu'il était atteint de la drépanocytose, une maladie diagnostiquée alors qu'il n'avait que 3 mois. La drépanocytose touche de façon disproportionnée les personnes d'origine africaine ou caribéenne. C'est une maladie incurable. Il s'agit d'une maladie génétique du sang qui affecte la formation des globules rouges. Les globules rouges contiennent une protéine nommée l'hémoglobine qui transporte l'oxygène des poumons vers les organes du corps. Les malades développent une hémoglobine anormale qui peut donner une forme de faucille aux globules rouges et compromettre l'oxygénation des tissus. La drépanocytose affaiblit les malades et cause des crises douloureuses. Elles peuvent durer jusqu'à plusieurs mois. D'après les rapports, Prodigy avait déjà frôlé la mort à l'âge de 4 ans. 1978, quartier du Queens à New York. À seulement 4 ans, Prodigy commence le karaté. Son père l'a inscrit au karaté pour qu'il s'endurcisse. Son père, c'était un dur. Pour l'endurcir, son prof de karaté lui demande de laver le sol pieds nus avec une serpillière mouillée et froide. Prodigy s'exécute et commence à ressentir une douleur vive et a du mal à respirer. Sa drépanocytose s'est enflammée. Prodigy a eu une crise de drépanocytose et a dû être hospitalisé pendant une longue période. Ces crises provoquent de très vives douleurs. Elles surviennent lorsque les globules rouges malades, les drépanocytes, bloquent les petits vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers les tissus, y compris vers les os. Une crise entraîne généralement une hospitalisation et peut être fatale. En effet, la privation chronique de sang riche en oxygène peut entraîner des dégâts au niveau des organes. L'exposition au froid et à l'humidité est un des nombreux éléments déclencheurs d'une crise. Quand le corps a froid, les vaisseaux sanguins rétrécissent dans les mains, les pieds, le nez et les oreilles. Cette réaction augmente le risque de crise chez les personnes atteintes de drépanocytose. Les malades doivent donc rester au chaud et au sec. Quand il faisait froid, il se couvrait à mort. Il portait toujours une veste en cuir sur ses t-shirts. Les gens croyaient que c'était son look de rappeur, alors que c'était pour être sûr d'avoir chaud. Vous savez, quand vous avez froid, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous réchauffer. Lui, c'était son quotidien. Dès son plus jeune âge, Prodigy a dû faire attention pour éviter les crises. Il connaissait les dangers du froid et de l'humidité. Mais il savait aussi que trop d'efforts physiques pouvaient provoquer une crise. Une activité trop intense et l'essoufflement entraînent une baisse de la quantité d'oxygène dans le sang, ce qui provoque une mutation des globules rouges en faucilles. Les substances chimiques comme le potassium et la myoglobine peuvent être sécrétées et causer une insuffisance rénale ou une crise cardiaque. Dans certains cas, le malade peut mourir subitement. Dès son plus jeune âge, Prodigy a appris à connaître ses limites. Growing up as a child, I had to just learn. I couldn't do certain things like other kids. If I overworked my body, I was a little different. Il me racontait qu'il ne pouvait pas faire de sport ou tout simplement courir. Il était toujours en retrait. C'est difficile à vivre pour un enfant. Tous les autres jouent et courent partout, et lui restait assis, dans son coin. Quand on est enfant, on veut faire partie du groupe, partager les mêmes activités. C'est très important. Vivre avec une maladie qui nous différencie des autres, c'est difficile.
Les personnes atteintes de drépanocytose peuvent avoir une activité physique légère à modérée, sans risquer de complications cliniques. Mais même dans ce contexte, elles doivent rester très prudentes. Toute sa vie, Prodigy devait veiller à ménager ses efforts. Donc, je me pose la question, et s'il en avait trop fait à la fin de sa vie? 18 mai 2017. Venice Beach, un mois avant sa mort. Prodigy est en Californie pour un rendez-vous professionnel. Il évolue sur la scène rap depuis 20 ans et n'est pas prêt de céder sa place. Le rythme de travail de Prodigy était remarquable. S'il fallait bosser 24 heures par jour, il le faisait. Il était comme ça. Il allait toujours de l'avant. C'était un fonceur. Il bossait tous les jours, toute la semaine. Il est accompagné par sa fille de 18 ans, Fantasia. Partout où il allait, Prodigy emmenait ses enfants avec lui. Il adorait ses enfants et sa petite fille était son petit trésor. Entre deux rendez-vous, le père et la fille sortent se balader en vélo. Le fait qu'il puisse se balader à vélo sur Venice Beach avec sa fille et faire un peu de sport, c'était un des petits bonheurs du quotidien. Il ne semble pas faire trop d'efforts. C'est plutôt une activité modérée, ce qui est recommandé en cas de drépanocytose. Quand je consulte son dossier, je vois que les effets dévastateurs de la maladie ont parfois pu pousser Prodigy à bout. Je me demande si le fait de vivre 40 ans avec cette maladie n'était pas devenu trop lourd pour lui. 1er juin 2017, studio d'enregistrement Quad Recording à New York. 3 semaines avant sa mort. Prodigy rejoint ses amis Big Twins et Charlene Chinky Evans, 2 artistes hip-hop, lors d'une session d'enregistrement. Quand il est arrivé, j'ai joué les 2 chansons qu'on avait enregistrées et il a dit « Je prends celle-là ». Il prenait son stylo et son carnet et il commençait à écrire son texte. Ensuite, il posait le carnet et on chantait ce qu'on avait écrit. Il voulait toujours écouter ce sur quoi on bossait. Il est vrai que Prodigy avait une vraie joie de vivre et qu'il adorait faire de la musique. Mais la vie n'a pas toujours été rose pour lui, notamment à cause de la maladie dont il souffrait. Il existe 4 grands types de drépanocytose. Prodigy souffrait de la forme la plus fréquente, mais aussi la plus sévère, que l'on nomme aussi anémie falciforme. Les personnes atteintes de cette maladie connaissent des crises plus sévères et plus fréquentes. Elles souffrent de douleurs terribles et passent beaucoup de temps à l'hôpital. Ces crises faisaient partie intégrante du quotidien de Prodigy. Je ne pouvais pas imaginer la souffrance qu'il endurait. Il nous disait « C'est comme si mon corps m'attaquait depuis l'intérieur jusque dans les os ». On le sentait sur son visage, dans ses mouvements, et même dans sa façon de parler. Il criait, il faisait comme ça. Comme ça. Parce qu'il sentait la chaleur à l'intérieur de son corps. Dès sa naissance, Prodigy a été hospitalisé une dizaine de fois par an à cause de sa maladie. Forcément, ça a eu des conséquences énormes sur sa qualité de vie. D'après mes recherches, il a même essayé de mettre fin à ses jours. 1987, Prodigy a 13 ans et il sort tout juste d'un séjour à l'hôpital. Il devait passer 4 mois par an à l'hôpital. C'est énorme pour un enfant. C'était un gamin en colère. Il souffrait en permanence. À seulement 13 ans, Prodigy a des idées noires, épuisé par les douleurs insupportables causées par la drépanocytose. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue chez sa grand-mère. Il m'avait dit que chaque jour, il se levait avec cette souffrance et que c'était trop lourd pour lui. Il avait atteint le point de rupture. Il n'avait pas eu d'enfance. Il avait eu de bons moments, mais tellement de souvenirs étaient liés à l'hôpital. Il se disait « à quoi bon ?» Le jeune Prodigy tente de s'ouvrir les veines et de se pendre. Mais sa tentative de suicide échoue. Comme il l'écrit plus tard dans un de ses textes,
Le suicide était trop douloureux. Je pense que la douleur était devenue si insupportable que dans le cas de Prodigy, la seule solution était de mettre fin à cette vie de souffrance. La douleur chronique n'est pas seulement physique. Elle a aussi des répercussions psychologiques énormes. La souffrance que l'on ressent n'a pas de fin. On se réveille avec et on doit l'endurer toute la journée. Elle envahit tout. Nos pensées, notre comportement. C'est comme une musique de fond qui joue en permanence. On est prisonnier de cette souffrance. D'après son dossier, Prodigy a pris du Percocet pendant toute sa vie. C'est un antidouleur très fort, utilisé pour éradiquer les douleurs modérées à sévères. En grandissant, il s'est tourné vers d'autres substances pour tenter d'atténuer ses souffrances. C'était un fumeur de joint, ça oui. Un gros fumeur. Un soir, on a fumé 17 joints. Et il est rentré chez lui en voiture, sans souci. Alors que moi, j'étais défoncé. Le cannabis est un antalgique qui peut s'avérer efficace contre les douleurs pendant et entre les crises. Il contient des substances chimiques, les cannabinoïdes, qui activent les récepteurs naturels du système endocannabinoïde du corps humain, soulagent la douleur et réduisent l'inflammation. Toutefois, chez certaines personnes atteintes de drépanocytose, le cannabis peut accroître la fréquence des crises. Pour Prodigy, ses propriétés antidouleurs étaient bénéfiques. Pourtant, il est quand même passé à une drogue bien plus forte et dévastatrice, la cocaïne. À 21 ans, Prodigy consommait déjà régulièrement d'énormes quantités de cocaïne. Il prenait jusqu'à 6 grammes et ça lui faisait presque plus rien. Il n'a jamais aimé la drogue. Il voulait juste se sentir mieux. C'était un peu de l'automédication. Quand on souffre tellement qu'il faut prendre de la drogue pour soulager la douleur et se sentir normal, c'est que le niveau de souffrance sans drogue doit être vraiment terrible. La cocaïne est un stimulant puissant qui peut avoir de graves répercussions sur le corps des malades de la drépanocytose. La cocaïne entraîne la contraction des vaisseaux sanguins. Le flux sanguin est réduit dans tout le corps et la tension artérielle augmente. Moins d'oxygène parvient au tissu, donc les globules rouges ont plus de risques de muter en faucilles. Le flux sanguin peut alors être bloqué, provoquant des crises, des défaillances au niveau des organes, et même la mort. 1998, New York. Prodigy a 24 ans et il prend 6 grammes de cocaïne par jour. Après une mauvaise réaction, il finit à l'hôpital. Kiki, sa copine et future femme avec qui il est depuis 5 ans, attend les résultats des tests, inquiète. Ses sinus sont gonflés et il a été emmené à l'hôpital. Les médecins craignaient une méningite cérébrale. C'était certainement une réaction à la prise de cocaïne. Lorsqu'elle apprend que Prodigy prend de la cocaïne, Kiki envisage de le quitter. Heureusement, elle lui a dit « Si tu n'arrêtes pas, je te quitte. Regarde où ça nous mène, à l'hôpital. » Prodigy a peur de perdre Kiki. Il décide d'arrêter complètement la drogue. Avec Kiki, il formait un couple qui donnait envie d'écrire. Ils étaient amoureux, ils s'aimaient envers et contre tous. Heureusement, il l'aimait assez fort pour se dire « Ok, je vais trouver autre chose. » D'après mes recherches, après cette mauvaise réaction à la cocaïne, Prodigy n'a plus jamais touché à cette drogue. Donc, je ne pense pas que la cocaïne ait contribué à sa mort 20 ans plus tard. Et en étudiant son dossier, je vois que Prodigy faisait des réactions à d'autres substances. Prodigy a mangé son repas et le soir même, c'était l'intoxication et il a fini à l'infirmerie. Toute sa vie, Prodigy s'est battu contre la drépanocytose, dans la souffrance et dans la douleur.
Le supplice était si grand qu'il a même pensé mettre fin à ses jours. À 42 ans, il avait atteint l'espérance de vie moyenne pour un homme atteint de la drépanocytose. 3 mois avant sa mort, il jouait pour la première fois dans un festival en tant qu'artiste solo. Le mystère plane toujours sur ce qui a bien pu causer sa mort. 15 juin 2017, Miami Beach, en Floride, 5 jours avant sa mort. Prodigy est à Miami pour un concert éclair dans une boîte de nuit. La fête bat son plein. C'est à Miami qu'il a remarqué des symptômes plutôt inquiétants. Le club est bondé et il fait très chaud. Prodigy a peur de faire une crise. Il a commencé à se sentir un peu bizarre. Prodigy quitte le club et retourne à l'hôtel pour se reposer, ce qui semble annoncer une nouvelle crise. Prodigy était en boîte de nuit et je me demande donc s'il buvait de l'alcool. L'alcool est un diurétique qui pousse le corps à uriner fréquemment. Cela entraîne une perte d'eau et enfin la déshydratation. Une déshydratation sévère épaissit le sang et peut entraîner des blocages susceptibles de déclencher une crise. Si Prodigy a bu beaucoup d'alcool les jours précédant sa mort, c'est peut-être un facteur déclencheur. Et quand je consulte son dossier, je vois qu'il a eu des antécédents avec l'alcool au cours de sa vie. Début des années 1990, Mr. Everything's Fayetteville, en Caroline du Nord. Prodigy a passé la soirée en boîte avec toute son équipe, dont le rappeur et ami d'enfance Big Twins. Avec Prodigy, on s'est endormi, on était trop sous. Quand on s'est réveillé, tout le monde était parti. Il restait que le bar et la musique. Et là, c'était parti. On est resté encore 7 heures et on a fait de la musique toute la nuit. Excusez-moi. Prodigy a commencé à boire pendant l'adolescence, quand il dealait du crack dans les rues de New York. Il a commencé à boire très jeune. C'était un rebelle à l'époque. À cet âge-là, normalement, on ne tient pas vraiment l'alcool. Mais lui, oui. Mais ses amis racontent qu'il n'avait pas l'habitude de boire beaucoup. Pour Prodigy, l'alcool faisait partie du mode de vie un peu festif des rockstars. On buvait et on passait de super moments. Mais c'était pas du binge drinking. D'après les rapports, Prodigy avait l'alcool social. Mais ce n'était pas un gros buveur et c'était rare qu'il dépasse les limites. Et pendant la période précédant sa mort, il avait considérablement réduit sa consommation d'alcool. Il ne buvait pratiquement plus que de l'eau. Il buvait tout le temps de l'eau. Jamais de jus ou de soda. C'était un fanatique d'eau. On ne le voyait jamais sans sa bouteille d'eau. Jamais. À la fin de sa vie, Prodigy buvait énormément d'eau et il avait réduit drastiquement sa consommation d'alcool. Cependant, chez les personnes atteintes de drépanocytose, l'eau n'est pas le seul élément essentiel. Le régime alimentaire influence sensiblement la façon dont la maladie affecte le corps. La durée de vie des globules rouges en faucille est bien plus courte que celle des globules rouges sains. Donc, le corps doit travailler davantage pour produire de nouvelles cellules saines. Et il a besoin de davantage de calories et de micro-éléments. Les personnes atteintes de drépanocytose doivent donc privilégier un régime riche en fruits, en légumes et en céréales complètes. Pendant son enfance et son adolescence, Prodigy avait de mauvaises habitudes alimentaires. C'est vers 20 ans qu'il adopte un régime plus sain. À 32 ans, après des années d'efforts pour maintenir ce régime, Prodigy est stoppé dans son élan. Il est condamné à 3 ans et demi de prison. Prodigy était sur la mauvaise pente avant d'entrer en prison. Il a fait une infraction sur la route et les flics l'ont arrêté. Ils ont trouvé un pistolet dans sa voiture. Octobre 2007, centre correctionnel Marcy à New York. Prodigy est en prison depuis quelques jours lorsque les autres détenus demandent à ce qu'on lui serve le repas de bienvenue. Ils lui ont fait la surprise de la maison. En gros, ça consiste à mélanger du thon, des biscuits apéro, du fromage et quelques autres ingrédients. Une recette pas très appétissante. Prodigy a mangé son repas et le soir même,
C'était l'intoxication, et il a fini à l'infirmerie de la prison. La nourriture servie en prison est souvent très transformée, c'est-à-dire riche en sel, en gras et en sucre. Ce type d'alimentation peut s'avérer très dangereux pour les personnes atteintes de drépanocytose. Le sel a tendance à aggraver la déshydratation et peut entraîner des déséquilibres dangereux dans le corps. La prison a marqué un tournant décisif dans la vie de Prodigy. À partir de ce moment-là, il a compris qu'il devait se prendre en main s'il voulait survivre en prison. Et que s'il ne réagissait pas, c'était la mort assurée. Il devait faire quelque chose. Il a adopté un autre état d'esprit. Il a changé de cap et il s'est concentré sur sa santé. À ce moment-là, il a compris que plus il maintenait un mode de vie sain, plus il réduisait les risques de subir de graves crises. Prodigy se montre plus scrupuleux lorsqu'il commande ses repas. Chaque mois, il pouvait se faire livrer 15 kilos de nourriture. Il ne demandait que des légumes. Eating a lot of green vegetables, drinking water like a fish. Once I started doing that, a change happened. En plus de son régime alimentaire, Prodigy entretient aussi sa forme physique. Ses entraînements étaient très longs, car il devait se reposer régulièrement. Il y passait 3 heures par jour. Lorsque Prodigy sort de prison, il conserve ses bonnes habitudes en matière de santé. Quand Prodigy est sorti de prison, il ressemblait à Popeye. Comme s'il avait mangé 10 kilos d'épinards. Il était en super forme. Même en studio, il faisait des pompes. Il prenait ça très au sérieux. Il a dit maintenant je bois plus, je fume plus, je garde mon cap. Et c'est ce qu'il a fait pendant presque 10 ans. Je pense qu'un des moments décisifs de la vie de Prodigy est lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait contrôler sa maladie à travers sa nutrition. Il a fait quelque chose de beau et de poétique. Il a pris cette épreuve et l'a transformée en opportunité. Il s'est dit, on peut perdre avec toutes les cartes en main, moi je vais gagner avec le pire jeu. Prodigy a vraiment changé drastiquement de mode de vie. Il s'est mis à faire du sport, à bien manger et à boire beaucoup d'eau, ce qui est la marche à suivre pour une personne atteinte de cette maladie. L'histoire montre qu'après sa sortie de prison, Prodigy a réussi à éviter une nouvelle crise grave pendant près de 10 ans. 16 juin 2017, à Las Vegas. 4 jours avant sa mort. Prodigy vole de Miami à Las Vegas pour la tournée Art of Rap. Il retrouve Avoc, son partenaire dans Mobb Deep, avec qui il a fait beaucoup de musique depuis sa sortie de prison. Avant de monter sur scène, Prodigy a sa routine. Il prend un bon déjeuner sain. Il achetait sa propre nourriture et l'emmenait partout avec lui, parce qu'il ne savait pas s'il pourrait y avoir accès à l'hôtel ou là où il jouait. Prodigy faisait tout pour préserver sa santé, quitte à faire des réserves de nourriture saine au cas où il en manque pendant les tournées. Le fait qu'il soit allé à Las Vegas en avion est un élément indicateur, car il ne prenait l'avion que lorsque sa santé était bonne. Beaucoup de malades atteints de drépanocytose évitent de prendre l'avion, car il peut y faire froid, et les risques de faire une crise sont multipliés, surtout s'ils ne sont pas en pleine forme. Donc, si Prodigy était en forme et qu'il avait un mode de vie sain lorsqu'il est allé à Las Vegas, que s'est-il passé pendant les 4 jours qui ont mené à sa mort? 17 juin 2017, Convention Center à Las Vegas. 3 jours avant sa mort. Prodigy est en coulisses pour la tournée Art of Rap organisée pour célébrer l'histoire du rap. Le festival Art of Rap était très important pour Prodigy, parce qu'il réunissait toutes les légendes du rap. Mobb Deep partage la scène avec d'autres pionniers du hip-hop comme Ice-T, Raekwon et Ghostface Killah. Il voyage avec ses amis. Il est considéré comme une légende du hip-hop. Dans ce festival, il rend hommage au style de musique qui l'a le plus influencé. Le 20 juin 2017, Las Vegas connaît les températures les plus hautes de toute son histoire.
A heat wave is building in the southwest, triple digits in Arizona today, and tomorrow could be even hotter. Quelques minutes avant la performance de Mobb Deep, on atteint 45 degrés dans le stade. Quand il fait 45 degrés à Las Vegas, tu peux même pas fumer une clope dehors. Impossible de respirer, et il fait trop chaud. C'est une chaleur étouffante et oppressante. 30 degrés, c'est très chaud. 40 degrés, on transpire tous. Mais 45 degrés, même pour quelqu'un qui n'est pas malade, c'est une torture. La chaleur et l'humidité extrême entraînent une transpiration excessive et donc une déshydratation qui risque de déclencher une crise de drépanocytose. Non seulement il faisait très chaud, mais en plus, Prodigy devait assurer une performance physique, ce qui mettrait à rude épreuve un corps même en parfaite santé. Mobb Deep fait un concert exceptionnel devant un public en folie. Les gens décrivent cette performance comme la performance de sa vie. S'il avait fallu choisir un concert d'adieu, ça aurait été celui-là. Mais à la fin du concert, les amis proches de Prodigy détectent des signes inquiétants. Pour moi, ça se voit sur les vidéos. Pas au début, mais à la fin du concert. Il fait pas le couplet en entier. Et c'est Evoque qui finit ses phrases. Il y a quelque chose qui va pas. Il fait pas le show à fond. Quand Prodigy est sorti de scène, il était épuisé, il n'en pouvait plus. Prodigy était peut-être très méticuleux sur sa consommation d'eau, mais il est possible qu'il ait sous-estimé la quantité d'eau nécessaire pour rester hydraté dans de telles conditions. Après sa performance, l'équipe de Prodigy décide d'annuler la rencontre prévue avec les fans. Il devait se sentir très mal pour ne pas aller à la rencontre de ses fans. C'était un artiste très humain, pas du genre à s'isoler de ses fans. S'il est resté dans son coin, c'est que vraiment ça n'allait pas. Minuit, 17 juin 2017 à Las Vegas. 3 jours avant sa mort. Prodigy est rentré à son hôtel. Il espère que le repos empêchera une nouvelle crise. S'il est rentré à son hôtel, c'est sûrement que la douleur était de plus en plus intense. C'était pas sa première crise. Il savait que ça pouvait le mener loin, jusqu'au coma. L'état de Prodigy empire. Les secours sont appelés. Après examen, Prodigy est emmené d'urgence à l'hôpital. Nous sommes le 18 juin, au petit matin. D'après son dossier, c'était la première fois depuis presque 10 ans que Prodigy avait une crise grave. Après hospitalisation, une crise de drépanocytose peut être prise en charge de façon rapide et efficace avec une perfusion, des antidouleurs et de l'oxygène. La priorité est la réhydratation, surtout si le patient a été exposé à une chaleur intense. 19 juin 2017, la veille de sa mort. Prodigy est à l'hôpital Spring Valley après une crise. Prodigy est entré à l'hôpital de Las Vegas en crise et ils l'ont stabilisé. Ses taux étaient à nouveau normaux. Il semble aller mieux et envoie des messages à ses amis. Pour moi, il allait très bien. Il a envoyé un message à Twin et à Evoque. Il marchait, il discutait, etc. Le rétablissement rapide de Prodigy prouve à quel point il a été assidu dans son mode de vie. Au fil des années, il a acquis la force et la résistance nécessaires. 20 juin 2017, 3 jours après son arrivée à l'hôpital, Prodigy est retrouvé inconscient dans sa chambre. On pensait qu'il sortirait bientôt de l'hôpital, que tout redeviendrait normal, qu'il allait sortir sous peu. L'équipe médicale tente de le ranimer. On s'était habitué à ce qu'il soit en bonne santé. Je lui ai parlé la veille et il allait bien. À 6h46, le 20 juin 2017, Prodigy est déclaré mort.
Quand j'ai appris la nouvelle, j'y croyais pas. Je recevais plein de textos. Et là, je vois RIP Prodigy sur Twitter et je me dis, c'est pas vrai. Steve, appelle-moi, dis-moi que c'est pas vrai. J'ai repensé à tous les souvenirs, à toutes les fois où on s'est marré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu confirmer le rapport du médecin légiste qui indique que la cause du décès de Prodigy est l'étouffement par accident. L'étouffement accidentel signifie que quelque chose s'est coincé dans ses voies respiratoires supérieures à la suite d'une complication inattendue. Prodigy avait mangé un œuf, son état était stable. Après le décès, ils l'ont examiné pour voir ce qui avait pu se passer et ils ont trouvé des particules d'œuf dans sa gorge. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est étouffé avec. Je trouve ça très déplacé de la part de la presse de suggérer qu'un adulte n'est pas capable de mâcher et d'avaler. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. C'est extrêmement inhabituel pour un adulte sans trouble neurologique de s'étouffer en mangeant un œuf. Soit la personne est très alcoolisée, soit il y a quelque chose qui l'empêche de mâcher et d'avaler correctement. Dans un contexte hospitalier, cela se produit lorsqu'une personne a reçu une dose excessive de médicaments. Si Prodigy a en effet reçu trop de médicaments contre la douleur, alors c'est une hypothèse plausible. Peut-être qu'il était sous médicament et qu'il s'est endormi en mangeant. Peut-être qu'on lui a donné le mauvais médicament. Ou alors il a fait une réaction allergique qui a bloqué sa gorge. Pour moi, il y a forcément une explication. Je pense qu'ils lui ont donné trop de médicaments, que ça l'a fait vomir et qu'il s'est étouffé dans son vomi. C'était plutôt une remontée de morceaux d'œuf. La théorie selon laquelle Prodigy était malade et qu'il s'est étouffé dans son vomi est plausible. La présence de particules d'œuf confirmerait l'idée que son repas partiellement digéré est remonté depuis l'estomac jusque dans ses poumons, sans forcément obstruer les voies respiratoires. Cependant, si ce n'était pas une obstruction alimentaire, c'est-à-dire un élément solide coincé dans les voies respiratoires, alors il est difficile de comprendre pourquoi le décès a été classé comme un accident. Si ça avait été une crise ou un arrêt cardiaque et que Prodigy s'était étouffé avec son vomi, le médecin légiste aurait déclaré une mort naturelle et non accidentelle. Sans accès au compte-rendu complet de son séjour à l'hôpital, je n'ai aucun moyen de savoir si Prodigy avait reçu trop de médicaments, ce qui aurait pu altérer sa capacité à avaler. Les circonstances précises de la mort de Prodigy restent encore aujourd'hui mystérieuses. Parmi toutes les théories formulées, il est difficile de dire laquelle est exacte sur le plan médical. Si Prodigy s'est étouffé en mangeant un œuf, cela implique un trouble neurologique qui a pu être causé par la prise de médicaments ou de drogues. Cette hypothèse semble peu probable, étant donné qu'il était dans un contexte médical où chaque prescription est scrupuleusement calibrée et où les patients sont surveillés 24 heures sur 24. Je vais donc me pencher sur l'hypothèse de la drépanocytose. Cette maladie génétique réduit l'espérance de vie. Lorsque Prodigy a été diagnostiqué en 1974, il s'agissait d'une maladie infantile et l'âge moyen de survie était estimé à 14 ans. Grâce aux progrès médicaux, cet âge est passé à 42 ans pour les hommes et à 48 pour les femmes. À 42 ans, Prodigy avait fait tout ce qu'il fallait pour se maintenir en vie. Et jusqu'alors, ses efforts pour rester en bonne santé avaient payé. Mais malgré un mode de vie sain, les événements qui ont mené à la crise finale ont marqué le coup d'arrêt. Il ne se sentait pas très bien à Miami, et son corps a sûrement été affaibli par les très fortes chaleurs de Las Vegas, où le thermomètre avait atteint 45 degrés. La chaleur extrême, associée à la performance physique du concert, a entraîné une déshydratation, et cela a multiplié les chances de faire une crise. Le rétablissement rapide de Prodigy après la crise montre à quel point il avait pris soin de sa santé. Malheureusement, la drépanocytose est une maladie incurable.
Et il est possible que son corps n'ait pas supporté de nouvelles complications. Le médecin légiste indique que Prodigy est décédé d'un étouffement accidentel, ce qui signifie qu'un morceau de nourriture s'est coincé dans ses voies respiratoires supérieures. Nous ne saurons jamais si sa maladie génétique a joué un rôle ou pas. Toujours est-il que si cette complication a eu lieu, Prodigy s'est trouvé dans l'incapacité de respirer. L'absence prolongée d'oxygène a entraîné une lésion cérébrale anoxique et la mort de Prodigy. Un an après le décès, la famille de Prodigy décide de mener l'hôpital de Spring Valley devant les tribunaux pour décès imputable à une faute médicale. Mais rien ne pourra compenser la perte de cette légende de la musique. Dieu a décidé que c'était le bon moment et on ne peut rien contre. Il est parti trop tôt. Prodigy laisse derrière lui une œuvre artistique remarquable. Prodigy est toujours resté lui-même. Malgré l'argent, malgré les hauts et les bas, il est resté qui il était. L'héritage de Prodigy est une peur conquérante qui ouvre l'esprit et qui n'a pas de limite. C'était le maître, le meilleur de tous.